Moi, je n'ai pas peur de dire qu'on a le pire budget de toute la Ve République. Ils ont rejeté toutes les suppressions de niches fiscales et à l'inverse, ils sont venus rajouter des choses qui n'y étaient pas. Peut-être que c'est nos députés en premier qui sont improductifs et qu'il faudrait taxer. C'est quand même une affaire de 5 milliards pour l'État, cette petite plaisanterie de fin de soirée. 2026 s'annonce comme l'année de la grande foire fiscale. Hausse de la flat tax, taxation des assurances vie, pensions alimentaires réformées, LMNP et investisseurs immobiliers sacrifiés, taxes sur les complémentaires santé. Le projet de loi de finances 2026 pourrait être un tsunami fiscal qui menace propriétaires, investisseurs et entreprises. Pour en décrypter les enjeux et les pièges, je reçois Olivier Landrevi, ancien dirigeant de banque pendant plusieurs années, aujourd'hui enseignant en finance. Il décrypte les tendances, les pièges et les tendances fiscales tous les dimanches à ses lecteurs. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Avec ton recul et avec ton analyse avant de rentrer concrètement dans les mesures, qu'est-ce que tu penses de ce projet loi finance en général ? Beaucoup de mal. Mais d'emblée, dès la première version du texte mis sur la table par Sébastien Lecornu autour du 10 octobre, d'abord parce qu'il a essayé de nous enfumer en expliquant que c'était un budget dans lequel il y aurait une part importante d'efforts portant sur la dépense publique. Or, ça n'est pas du tout ce que disent les chiffres de son propre budget. La dépense publique dans le budget d'origine de Sébastien Lecornu augmenterait de 29 milliards d'euros, soit 1,7%. 1,7%, c'est plus que sa propre hypothèse d'inflation pour l'an prochain. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas dire qu'il y a un effort sur la dépense publique. En revanche, dans ce même budget, on voit une hausse des prélèvements obligatoires, autant dire des impôts et des taxes, de 51 milliards, soit 4,1%. Donc c'est un budget, dès qu'il est posé sur la table de l'Assemblée nationale, c'est un budget qui est déjà un budget 100% effort fiscal, 0 effort sur la dépense publique, en vue globale. Et c'est de mon point de vue l'inverse de ce qu'il faut faire. Puisque, si on veut redonner du contexte, on est en France double champion, alors ex aequo, dans l'Union européenne et en réalité, je crois que c'est même dans l'OCDE. On est double champion d'un côté des prélèvements obligatoires, donc des impôts, où là, donc là-dessus, on est ex aequo en gros avec le Danemark. Et on a 5 points d'avance, 5 points de PIB d'avance sur la moyenne de l'Union européenne. Et de l'autre côté, on est parallèlement champion, toujours ex aequo, mais cette fois avec la Finlande, de la dépense publique, ramenée au PIB, où là, on a 8 points d'avance sur la moyenne européenne. 8% de plus ? 8 points de PIB. 8 points de PIB. 8 points de PIB d'avance sur la moyenne européenne. Donc, quand on voit qu'on est déjà au taquet, on est au max de ce qu'on peut faire. On s'approche du max de ce qu'on peut faire sur ces deux curseurs, j'ai envie de dire. Donc, se dire qu'on va aller encore plus loin dans l'extrême de prélèvement obligatoire pour essayer de s'éviter de faire un petit régime minceur sur la partie dépenses publiques, pour moi, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Tout ça, tout ce que je viens de commenter, c'est sur le budget, c'est sur la copie initiale de Sébastien Lecornu. Donc, c'est avant qu'il ne décide de commencer à faire des bisous dans le cou au Parti socialiste. Autrement dit, c'est avant sa proposition de suspendre la réforme des retraites, qui va évidemment encore aggraver la donne d'un point de vue dépenses publiques. Et c'est aussi avant les 3 semaines de charcutage de la loi de finances qu'on a eues à l'Assemblée et qui ne sont pas terminées, qui se poursuivent, où tous les groupes, alors là, on peut mettre des claques à tout le monde, tous les groupes y sont allés de leurs propositions pour alourdir encore les impôts, parfois pour créer encore un peu plus de dépenses publiques, et en tout cas jamais pour en enlever. Alors, rentrons un petit peu en profondeur dans les différentes mesures annoncées, même si pour l'instant elles sont en état de projet, mais qui pourraient rentrer en vigueur si ce projet de loi finance était adopté. Commençons avec les quelques bonnes nouvelles pour les contribuables.
avant de voir les différentes mauvaises nouvelles, et il y en a plus, ensuite. Alors, première bonne nouvelle, indexation de 1,1% des seuils du barème de l'impôt sur le revenu. Donc, finalement, ça suit l'inflation. C'est ça. Et j'élargirais même le point en disant que, en fait, c'est l'ensemble du principe de l'année blanche qui est passé à la trappe. Donc, c'est non seulement le barème de l'impôt sur le revenu qui va progresser de 1,1%, mais c'est aussi les retraites, les pensions de retraite dans leur ensemble, le point de la fonction publique et tous les minima sociaux, le SMIC, voilà. Donc rien n'est gelé, tout est indexé à l'inflation. Tout sera sur ce 1,1% a priori. Voilà. Alors bon, c'est paradoxal, hein, c'est à la fois pour ceux qui nous écoutent, c'est sans doute une bonne nouvelle à titre personnel, à titre individuel, je le comprends évidemment. Évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour la dépense publique et le déficit de l'État. Deuxième bonne nouvelle, ce serait la possibilité de transmettre par anticipation des contrats d'assurance vie après 70 ans. Oui, ça c'est une vraie innovation qu'on n'avait pas vu venir et qui permet, tu sais qu'il y a un régime successoral très favorable pour l'assurance vie. Alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on peut monter jusqu'à 152 500 euros d'abattement voilà, par bénéficiaire. De transmission en toute franchise, il n'y a pas de droit de mutation, de frais de notaire, etc. Donc c'est un régime très avantageux pour la succession classique. Voilà, aujourd'hui on ne peut pas donner son assurance vie. Voilà, là on permet d'anticiper. C'est-à-dire sans attendre le décès, si vous avez plus de 70 ans, vous pouvez décider de dénouer votre contrat d'assurance vie et d'en faire donation à vos enfants et tout en maintenant ce cadre fiscal successoral très très avantageux. Donc c'est une bonne nouvelle, là encore, pour les personnes que ça peut toucher. C'est une moins bonne nouvelle pour les assureurs vie. Ils ne sont pas ravis du tout. Parce qu'évidemment, ça peut provoquer des baisses d'encours. Hein. Ça fait partie de ces mesures. Comme elle est un peu surprise, qu'elle n'avait pas vraiment fait l'objet de débats, de discussions avant, je ne serais pas surpris que ça fasse partie des mesures que le Sénat, dans les jours qui viennent, cherche à édulcorer ou retoquer. Donc, ce n'est pas encore acquis, mais possiblement une bonne nouvelle. Alors, autre bonne nouvelle, ça serait la suppression du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires. Oui, voilà, donc tu as tout dit. Donc, ça permet sans limite dorénavant d'avoir l'exonération d'hier sur les heures supplémentaires. Donc là encore, pour les personnes qui profitent de ces dispositifs, ce sera très bien. Alors ensuite, on a une flopée. Ensuite, ça se corse. Voilà. De mauvaises nouvelles pour les contribuables. Donc surtout d'ailleurs pour mon audience qui m'écoute et dont beaucoup investissent notamment en bourse, on va vers une augmentation de la flat tax, due en fait à une augmentation de la CSG. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, c'est une augmentation parce qu'il y a plusieurs CSG. Là, on parle de la CSG sur les revenus du capital, qui va passer de 9,2 à 10,6%. Et du coup, ça entraîne mécaniquement la hausse de la flat tax qui va passer à 31,4% pour 2026. Et il est d'ores et déjà question de remettre une autre couche en 2027. Donc, en fait, c'est les prélèvements sociaux qui étaient à 17,2 qui vont passer à 18,6. Exactement. Donc ça touchera absolument tous vos investissements, hein, puisque même un PEA est soumis aux prélèvements sociaux. Hein. Alors quand on retire de son PEA, oui, évidemment, mais ça touche effectivement le PEA, l'assurance vie, le PER pour la partie de la plus-value à payer, donc qui est soumis à la flat tax, le compte titre évidemment, et tous les autres revenus du capital. Autre mesure ensuite, réduction donc de 12 000 euros à 10 000 euros du plafond de crédit d'impôt pour les services à la personne. Tu peux expliquer qui ça concerne ? Alors ça, c'est la réduction d'impôt ou le crédit d'impôt que vous pouvez obtenir quand vous utilisez les services d'un indépendant. Ça peut être une nounou, ça peut être quelqu'un qui vient s'occuper de votre jardin, ça peut être un prof de musique. Je pense que tous les parents qui nous écoutent ont eu recours un jour à ce dispositif. Ou pour du ménage ?
ou du ménage, bien sûr. Voilà. Il y avait un plafonnement global sur l'année de 12 000 euros par foyer fiscal et il est ramené à 10 000. Bon, voilà, 10 000 euros, ça permet encore de faire des choses, mais j'imagine que pour certains ménages, ça va demander de revoir les budgets. Alors, haute mesure aussi, on n'a pas forcément entendu parler. Ça peut toucher par contre pas mal de monde. C'est au niveau des pensions alimentaires. Donc, notamment quand il y a un divorce, et c'est un mariage sur deux. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe? C'est à la fois pour les pensions alimentaires, mais aussi pour ce qu'on appelle les prestations compensatoires. Donc ça, c'est la prestation qu'on paye une fois au moment de la séparation. Donc, ces pensions et prestations, jusqu'à présent, elles étaient défiscalisantes pour celui des deux qui payait la pension à l'autre. Donc lui pouvait déduire cette pension de son revenu imposable de l'année, ce qui paraissait intuitif. Et inversement, le conjoint qui touchait la pension devait intégrer cette pension dans ses revenus imposables de l'année. Bercy s'est aperçu d'une asymétrie entre le taux d'impôt marginal sur le revenu, la tranche marginale sur le revenu de ceux qui payent des pensions, qui est nettement plus élevé que la tranche marginale moyenne de ceux ou celles qui reçoivent les pensions. Et donc, il y avait, de leur point de vue, un manque à gagner, puisqu'on autorisait des gens à déduire à un taux élevé pour ensuite refiscaliser de l'autre côté à un taux plus faible chez le conjoint. Bon. Donc, ils ont réussi à convaincre nos députés d'inverser le principe de fiscalisation, ce qui veut dire que dorénavant, si tu dois payer une pension, tu ne pourras plus la déduire de tes revenus de l'année. Tu seras fiscalisé sur cette pension bien que tu ne l'aies pas touchée, puisque tu dois la payer à quelqu'un d'autre, à ton conjoint. Et le conjoint, lui, du coup, pourra toucher cette pension symétriquement en franchise d'impôt. Voilà, ok. Donc c'est une inversion totale du principe. Oui, l'ex-conjoint, bien sûr. C'est une inversion totale du principe. Et évidemment, comme les pensions, pour des divorces qui ont déjà été prononcés, les pensions sont déjà en place et les montants ont déjà été définis par la justice. Donc j'imagine qu'ils ne seront pas revus. Donc il y a une vraie perte. Une perte sèche pour ceux qui payent des pensions et un avantage qui tombe du ciel pour les personnes qui en touchent. Voilà. C'est ça, et en net, un bel avantage surtout pour Bercy qui va s'en mettre dans la poche au passage. Parce que les juges qui ont prononcé la sanction savaient qu'il y en avait un qui était défiscalisant. J'imagine, alors je n'ai pas vécu ça, mais j'imagine que les juges tenaient compte de la fiscalisation de... voilà. Alors après, on peut sur le papier, on peut toujours retourner voir un juge pour demander réévaluation de la pension. Mais si tous les divorcés de France qui payent des pensions alimentaires doivent repasser en justice, on va avoir un bel engorgement. Alors mesure suivante, ça c'est une énorme mauvaise nouvelle pour les investisseurs immobiliers. Déjà, c'est deux mauvaises nouvelles. Alors déjà, c'est le nouveau statut de bailleur privé qui n'est absolument a priori pas du tout un bon dispositif. Mais c'est aussi le statut LMNP qui va prendre un énorme coup. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, le nouveau statut du bailleur privé, je ne dirais pas que c'est une mauvaise nouvelle, parce que personne ne t'impose de l'utiliser. C'est complètement optionnel. Hein. Donc, mais c'est un espoir déçu. Voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'on en attendait beaucoup. On pensait que ça allait peut-être pouvoir relancer le secteur, et je pense que ça ne sera pas le cas. Donc, ce nouveau statut, il permet à des propriétaires, à des investisseurs locatifs qui achètent soit dans le neuf, soit dans l'ancien, sur des passoires thermiques qu'ils s'engagent à rénover et à sortir du statut de passoire thermique. S'ils s'engagent par ailleurs à louer ces logements en respectant les plafonds de revenus intermédiaires, de loyers intermédiaires, ou de loyers sociaux, voire très sociaux, donc il y a différents paliers, ça leur permettra d'utiliser ce qu'on appelle un amortissement fiscal, et donc de déduire chaque année un chiffre qui est compris, selon les cas, entre 3 et 5% de la valeur du logement
hors foncier. Donc en fait, c'est 80% forfaitairement, c'est 80% du prix. Et donc de déduire ça de leur base fiscale. Bon. Donc sur le papier, on se dit, c'est pas mal, ça peut être intéressant. Ça ressemble à ce qu'on avait déjà justement sur du meublé, où on pouvait déduire ces amortissements fiscaux. Là où ça se corse, c'est que le texte proposé à l'origine a été sous-amendé. Donc là encore, chaque groupe y va charcute le texte de départ. Si bien que on se retrouve maintenant avec deux contraintes qui sont que on ne pourra déduire donc cet amortissement que des autres revenus fonciers et non pas du revenu principal du salaire ou d'autres formes de revenus. Donc en gros, on ne pourra mettre ce 3% d'amortissement qu'en face des loyers qu'on encaisse sur le même logement. Or, par définition, si on loue dans le cadre des loyers intermédiaires ou sociaux ou très sociaux, on n'aura jamais les niveaux de rendement qui permettent d'éponger l'amortissement qui a été rendu possible. Ensuite, j'ajoute deux choses. On a aussi un plafond global qui a été mis sur ce dispositif à 8 000 € par an et par foyer fiscal. Donc on ne pourra pas avoir plus qu'un logement qui bénéficie de ce régime, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et enfin, il faut se rappeler, ça c'était une modification qui date du budget de l'an dernier, qu'ils ont aussi fait en sorte que ces amortissements soient réintégrés le jour où on revend dans le calcul de la plus-value. Donc en réalité, ce n'est même pas un cadeau fiscal, c'est un différé. Ça veut dire que ce qu'on a déduit, ce sera retaxé à la fin, sauf si on a conservé le bien tellement longtemps qu'on bénéficie de l'abattement pour durée de détention. Mais il faut aller jusqu'à... 30 ans. 30 ans pour avoir l'abattement à 100%. Pour les prélèvements sociaux, pour la partie impôt sur le revenu, c'est 22 ans, je crois. C'est un peu plus court. Mais bon, c'est du portage très long. Exactement. Voilà. Donc, le dispositif, de mon point de vue, a assez peu d'intérêt. Je pense qu'il va vraiment toucher très peu de monde. Et donc voilà. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau, je pense. En tout cas, ça n'aura pas du tout l'impact des dispositifs qui ont pu être supprimés, type Pinel, etc. Là, ce sera beaucoup plus anecdotique. Et dans le même temps, quelques minutes plus tard, pendant la même session, on a également eu un amendement pour raboter sévèrement les possibilités d'amortissement justement dans le meublé, qui sont maintenant plafonnés, si le texte est adopté, qui seront plafonnés à 2% par an. Alors quand on prend les deux ensemble, ça signifie qu'on est en train de basculer d'un environnement où on avait un régime fiscal plus favorable jusqu'à présent sur le meublé par rapport au non meublé. On avait entendu qu'un des objectifs de cette réforme du bailleur privé, c'était de réaligner les choses pour ne pas trop inciter à aller vers le meublé, parce qu'il y a des effets de bord ensuite qui sont pas forcément souhaitables. Mais là, en fait, du coup, l'association des deux nous fait carrément l'inverse. C'est-à-dire qu'on bascule dans un monde où le meublé va être moins bien traité que le nu. Ah ouais, ok. Voilà, donc c'est un exemple parfait de l'instabilité fiscale française qui dégoûte les investisseurs de long terme. Et pour investir en immobilier, il faut être un investisseur de long terme. Donc je trouve que c'est absolument déplorable. Et ça fait énormément de mal en termes de climat, à la confiance des investisseurs pour avoir envie de déployer du capital dans l'économie française. C'est ça, et les investisseurs, ça peut être vraiment tout le monde qui investit dans un appart, dans un studio, qui se dit la meilleure façon c'est de le louer en LMNP, et qui en fait se retrouve avec une fiscalité complètement changeante et qui peut complètement basculer sur une fiscalité punitive. Sur ça, attention aussi, je pense
au dispositif donc, de bailleurs privés que tu expliquais, on avait quand même le Pinel qui était un dispositif absolument pas rentable pour les investisseurs. Un Pinel sur deux n'était pas rentable à cause des loyers modérés, mais aussi à cause de la surcote à l'achat, puisqu'on achetait du neuf. Donc il va falloir faire aussi attention à ce nouveau dispositif. Et on va dire parfois aux conseillers traditionnels qui vendent ce dispositif en agitant comme ça juste la carotte fiscale. Faudra faire attention à ça. Alors moi, je n'avais jamais été un grand fan du Pinel ou de ce type de dispositifs qui ont beaucoup d'effets de bord. Donc qu'on se débarrasse de ça, je pense que c'est pas une mauvaise chose. En revanche, on ne peut pas, dans un pays qui a un tel déficit structurel de logement et qui a besoin d'un parc locatif privé, on ne peut pas rester indéfiniment sur un niveau de fiscalité qui est absolument punitif. C'est-à-dire que sur l'immobilier détenu en direct, la fiscalisation des loyers, c'est une catastrophe. Devant la crise entre les prélèvements sociaux et puis derrière l'impôt sur le revenu à la tranche marginale, pour beaucoup d'investisseurs, c'est pas la peine de se lever le matin pour voilà. C'est sûr. Et puis derrière, il reste évidemment les problèmes avec les locataires, etc., etc. Et comme tu dis, donc c'est complètement paradoxal dans une France en crise de logement. Et dans une France où par ailleurs, les Français cherchent des moyens de préparer leur retraite parce qu'ils devinent bien que c'est pas le système par répartition qui leur paiera au niveau auquel ils espèrent. Donc, exactement. Ce type d'investissement était un des moyens privilégiés pour préparer sa retraite. Donc c'est bien dommage. Alors, autre mesure, parlez maintenant de la transformation de l'impôt sur la fortune immobilière, donc l'IFI, en impôt sur la fortune improductive. Oui, on a changé le sens du I. Exactement. Du deuxième I. À un taux unique de 1%, dès 1,3 million de patrimoine net. Et ça comprend beaucoup de choses. Donc tout ce qui est jugé comme improductif, notamment le fonds euro de l'assurance vie. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Si on reprend cette définition d'improductif, telle que l'est prévue dans le texte, en gros, c'est tout ce que vous avez à la banque, quelle que soit la forme, livret, si c'est dans une banque, boum. Sauf les actions en PEA. Oui, je ne parle pas des portefeuilles de titres. Voilà. Non, je parle tout l'argent de l'épargne. Toute l'épargne un peu improductive sur des livrets A, sur des LDS. Tous les livrets, les comptes à terme, tout ce que vous voulez. Ensuite, l'immobilier, donc à l'exception de un bien, chacun a droit à un bien sur lequel il peut défalquer 1 million d'euros maximum. Et tout ce qui dépasse, donc soit sur le premier bien, si ça dépasse 1 million, soit si on a un deuxième, un troisième bien, tout ce qui dépasse, c'est considéré comme improductif, ça rentre dans l'assiette de la taxe. Ensuite, on a l'assurance vie, mais uniquement la partie qui est sur des fonds euros, pas la partie qui est en unité de compte. Et enfin, on a les cryptoactifs, pour ceux qui ont du Bitcoin ou autre. Voilà. Alors, je veux quand même faire un commentaire là-dessus, au-delà de la description des mécanismes, sur ce terme d'improductif, qui est quand même vraiment une véritable provocation, de mon point de vue. Venir nous expliquer que l'immobilier locatif, c'est un actif improductif, il ne faut quand même pas se foutre du monde. Est-ce que la France n'a pas besoin... Est-ce que les étudiants français ou les jeunes actifs français n'ont pas besoin qu'il y ait des appartements à louer dans les bassins d'emploi ? Ça n'a juste aucun sens. Dire que l'assurance vie en euros, c'est improductif, alors là, c'est le pompon. Ouais. Là, ça mérite vraiment le Darwin Award de l'ineptie économique. Puisque pour ceux qui sont un tout petit peu intéressés au fonctionnement des compagnies d'assurance vie, ils savent que dans un fonds euro, il y a principalement des actifs obligataires, de préférence des actifs obligataires peu risqués, et donc en pratique, très souvent, de larges doses d'emprunts d'État, ce qu'on appelle les OAT. Et notamment l'État français. Quand l'État français s'endette, il est bien content de trouver des compagnies d'assurance vie qui sont prêts à acheter un peu de papier français pour mettre dans les fonds euros. Bon. Donc, quand nos propres députés nous expliquent que nos assurances vie en fonds euros sont improductives, ils sont en train de nous expliquer
en sous-jacent que la dette française est improductive, là je peux peut-être les rejoindre. Et peut-être que c'est nos députés en premier qui sont improductifs et qu'il faudrait taxer. On rappelle d'ailleurs qu'il y a 19 millions de Français qui ont une assurance vie. Donc 19 millions de Français qui ont de... Ah ben c'est le placement préféré des Français. Voilà. Hein. Et 75% des sommes en assurance vie sont du fonds euro. Il y a à peu près 1400, 1500 milliards d'euros sur le fonds euro. C'est pas donc non qui plus finance... 1500 milliards de dettes françaises, hein, mais... Non, mais je pense sur que un ça doit fonds être 20 euro, ou 25%, je crois, le chiffre. voilà, On parle quand même de grosses sommes. Exactement. Et alors, dernière chose sur cette notion débile d'improductivité, dire que l'argent qui est sur les comptes bancaires est improductif, là encore, c'est ne rien comprendre au fonctionnement d'une banque de dépôt. Si une banque de dépôt est capable, de l'autre côté de son bilan, de proposer des crédits immobiliers ou des crédits à la consommation, c'est en recyclant l'épargne des Français. Voilà, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc tout ça traduit un niveau absolument abyssal de compréhension du système financier et de l'économie en général de la part de nos députés. Voilà, désolé, je me suis lâché, il fallait que je le dise. Oui, donc tu as raison de dire qu'effectivement, avec les réserves, ils vont créer des crédits IMO, mais on va dire que la grosse partie quand même du crédit, c'est de l'argent créé ex nihilo. Mais effectivement, les banques ont besoin de ces réserves sur leur bilan. Alors, c'est un métier que j'ai exercé pendant longtemps, donc je sais comment un bilan de banque est construit. En gros, sur du crédit habitat, alors ça varie d'une banque à l'autre, hein, mais en gros, à l'échelle nationale, on va dire, ça va être 65% de recyclage de dépôt de la clientèle. Et le reste, c'est de l'argent que les banques vont aller emprunter sur les marchés elles-mêmes, sur des durées longues, pour matcher à peu près la durée des crédits. Mais en tout cas, il n'y a pas d'argent qui dort. D'ailleurs, quand on regarde les stats de la Banque de France, les banques françaises octroient un peu plus de crédits aux Français que les Français n'ont de dépôt dans les banques. Voilà, donc, il n'y a rien qui dort. Donc ça, c'était l'impôt sur la fortune improductive. Donc ça ne va pas toucher tout le monde, puisque quand même, il faut 1,3 million de patrimoine net, moins l'abattement de la résidence principale ou autre, au maximum de 1 million d'euros. Ensuite, il y a toute une autre série de mesures. Alors, on peut parler de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Il y a pas mal aussi de mesures sur les entreprises, sur l'impôt sur les sociétés. Également, un durcissement du pacte Dutreil. Est-ce que tu peux nous dire dans les autres mesures... On passe ça... voilà, dans les autres mesures, quelles sont les principales? Alors, la contribution différentielle sur les hauts revenus, ça vaut quand même le coup de s'y arrêter, même si elle touche relativement peu de monde. Hein. C'est à partir de 250 000 euros de revenus dans l'année qu'on doit payer cette taxe. Je veux juste m'arrêter dessus pour le principe qui, moi, me choque beaucoup, c'est qu'une nouvelle fois, on nous a introduit une taxe l'an dernier, en la présentant comme une taxe exceptionnelle pour l'exercice 2025, parce qu'il fallait absolument faire un effort de désendettement, etc. etc. Promis juré, ce sera qu'1 an. Et puis, hop, dans le budget suivant, allez, hop, on la pérennise, ni vu ni connu, et personne n'en parle. Donc ça, c'est absolument détestable, et ça n'est pas la première fois qu'on nous le fait. Hein. C'est comme la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Même chose. Voilà, même chose. Ça devait rester qu'1 an, et finalement, c'est prorogé. Alors, à la différence près que la contribution différentielle sur les hauts revenus, là, ils disent ouvertement que dorénavant, elle restera en place tant qu'on ne reviendra pas en dessous de 3% de déficit. Autant dire... c'est pas prêt d'arriver au rythme où ça va, alors que la contribution des entreprises, sur les grandes entreprises, ils continuent à raconter que ça n'est que pour 1 an de plus, mais que l'an prochain, elle ne sera plus là. Voilà. Ensuite, je pense qu'il faut l'évoquer parce que ça peut avoir des impacts macroéconomiques assez lourds. Hein. Donc, on prend 2 nouvelles taxes. Une nouvelle taxe qui est une taxe sur qui vise les multinationales qui devront payer un impôt sur le revenu, non seulement sur... un impôt sur le revenu, pardon, un impôt sur les sociétés. Non seulement sur le bénéfice qu'elles font en France, mais aussi, avec un double calcul, on ira aussi voir, en fonction de leur quote-part de chiffre d'affaires réalisé en France,
on ira leur taxer leurs bénéfices mondiaux à hauteur de la quote-part de chiffre d'affaires réalisée en France. Si ça donne un résultat supérieur au résultat qu'on a déjà fiscalisé en France. Je ne sais pas si je suis clair. Donc c'est une sorte de double calcul et on prend le plus haut des deux. Ce qui me fait peur dans cette taxe, c'est qu'en fait, ça peut faire fuir, ça peut accélérer la fuite de grands groupes qui sont très rentables ailleurs dans le monde, mais qui ont en France une activité qui est peu rentable. Et je suis sûr qu'il en existe des groupes qui sont dans cette situation. Et ces groupes-là, ils pourraient se retrouver à payer un impôt sur les sociétés en France qui deviendrait juste démesuré par rapport à la réalité du résultat qu'ils arrivent à dégager de cette activité française. Auquel cas, ils fermeront leur implantation en France. Voilà. Donc ça peut être un sujet. A contrario, ça permettrait peut-être aussi de fiscaliser à juste titre la vraie quote-part de chiffre d'affaires réalisé en France, là où il y a beaucoup de multinationales qui vont exiler une grosse partie de leurs revenus en Irlande ou dans d'autres pays. Alors, je suis le premier à dire ça, mais sauf que on essaye d'écraser une mouche avec un marteau, quoi. La bonne démarche, de mon point de vue, ce serait une démarche au niveau de l'Union européenne pour qu'on arrive à obtenir que les Irlandais arrêtent leur conneries, si tu me permets de parler comme ça. Non, mais on ne peut pas avoir au sein de l'Union européenne un pays dans lequel l'impôt sur les sociétés est à 12,5, alors qu'il est en moyenne à 25 dans le reste de l'Union, quoi. Évidemment que l'Irlande est en train de siphonner toutes les recettes fiscales du reste de l'Union. Donc ça, il faut absolument lutter contre. Mais c'est là qu'il faut se battre, plutôt que de nous inventer des trucs à la mort moelle-nœud qui vont juste faire fuir toutes les entreprises. Voilà, on a aussi un doublement de la taxe sur les services numériques. Alors on l'appelle la taxe GAFAM. Mais je n'aime pas l'appeler la taxe GAFAM, parce qu'en réalité, qui paye véritablement cette taxe ? Ceux parmi tes auditeurs qui sont chefs d'entreprise savent que quand vous utilisez Google Ads pour vous faire connaître, pour mettre en avant vos services, vous recevez la facture Google Ads. Vous avez une ligne, la dernière ligne de la facture, c'est la refacturation de la taxe GAFAM. Donc en réalité, c'est comme un supplément de TVA. Donc à la fin, ce sont les consommateurs, ou les entreprises françaises consommatrices de services des GAFAM qui payent cette taxe. Donc on vend ça, on se fait plaisir en expliquant que c'est pour taxer les méchantes entreprises américaines, mais bon, sauf que comme elles sont en situation de monopole, elles répercutent la taxe. Donc pour elles, ça n'a aucun impact. On peut peut-être évoquer aussi le durcissement des conditions sur les pactes Dutreil. Donc les pactes Dutreil, c'est le dispositif qui permet la transmission d'entreprises en France dans un cadre familial, pour éviter que à chaque changement de génération, les entreprises se retrouvent vendues au plus offrant, parce que la famille aurait à régler des droits de succession qu'elle ne pourrait pas honorer. Plus offrant qui pourraient être des puissances étrangères. Bien sûr, ce seraient des fonds de private equity, etc. Donc c'est essentiel pour, on va dire, la souveraineté du tissu économique français, pour ce qu'il en reste en tout cas. Et donc, alors ça n'est pas supprimé, c'est maintenu, mais c'est durci sur un certain nombre d'aspects. Il y a maintenant des critères d'âge pour les enfants qui peuvent bénéficier du pacte Dutreil. On a rallongé l'engagement que les enfants doivent prendre sur la non-revente de la société. C'était 4 ans, ça va être 6 ans. Et puis on a aussi exclu certains actifs. Donc s'il y a des actifs non professionnels cachés dans les sociétés, eux continueront de subir des droits de succession, ce qui paraît normal. Voilà. Donc voilà, il y a un durcissement notable du pacte Dutreil. Alors j'ai noté aussi. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles aussi pour les entreprises. J'allais en parler. Je pense que tu veux parler aussi du relèvement de la tranche d'impôt sur les sociétés réduite. Alors voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça le plus impactant. Ça va plaire à tous les professionnels ou les petits entrepreneurs qui nous écoutent. Les PME et tous ceux aussi qui sont en auto-entreprise et qui
ont dépassé les plafonds et qui doivent passer en société. Voilà, c'est ça. Donc la première tranche d'impôt sur les sociétés, qui est la tranche à 15%, qui était limitée jusque-là à 42 000 euros, et ensuite on basculait sur l'impôt à 25%. Cette fois, ce seuil sera porté à 100 000 euros. Donc ça, c'est bienvenu pour effectivement toutes les petites entreprises. Ensuite, alors, on a une mesure surprise, mais dont je suis à peu près convaincu que les députés l'ont voté par erreur. C'est quand même c'est juste fou, quoi. C'était très tard dans la nuit, ils avaient tous envie de partir, c'était le dernier amendement. Ils ont voté à main levée comme ça, alors qu'ils étaient tous déjà à moitié partis. Et ils ne se sont pas aperçus que dans l'amendement qu'ils ont voté, ils nous ont de facto supprimé ce qu'on appelle la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés, qui est payée par les grandes entreprises. Alors tous les chefs d'entreprise, de grandes entreprises, vont sauter de joie, sauter au plafond en entendant ça. C'est quand même des grosses sommes. Mais je pense que la probabilité que ça survive le passage au Sénat est à peu près nulle, parce que c'est quand même une affaire de 5 milliards pour l'État, cette petite plaisanterie de fin de soirée, là. Ah, quand même, ouais. Donc voilà, donc je pense qu'ils vont mettre de l'ordre. Et puis on a... Alors ça fait partie de ces bizarreries. Quand on écoute nos hommes politiques de tous bords sur les plateaux TV, ils sont à peu près tous d'accord pour dire les niches fiscales, il faut vraiment faut mettre de l'ordre là-dedans, il faut raboter les niches fiscales, il y en a trop, c'est trop compliqué, etc. Ils ont rejeté toutes les suppressions de niches fiscales qui étaient dans le projet initial de Sébastien Lecornu. Et à l'inverse, ils sont venus rajouter des choses qui n'y étaient pas. Et donc, ils nous ont élargi le crédit d'impôt recherche en remettant des choses dedans sur les jeunes doctorants, les coûts liés aux moteurs de calcul des intelligences artificielles, etc. etc. Bon. Donc, ça va un peu à l'envers du discours ambiant. Ouais. C'était assez surprenant. Mais ils ont quand même conditionné ce crédit impôt recherche. Alors oui, c'est vrai. Ils ont ajouté un certain nombre de conditionnalités, en particulier autour du maintien de l'emploi en France. Et donc une entreprise qui aurait bénéficié de crédit impôt recherche, je crois qu'il s'autorise à remonter 2 ans, je crois, dans les 2 dernières années, et qui s'engagerait dans un plan social, devrait à ce moment-là rembourser les sommes qu'elle a touchées. Bon, ce qui paraît c'est vrai qu'il y avait eu quelques aberrations comme Sanofi qui avait touché plus d'1 milliard d'euros de crédit impôt recherche et qui dans le même temps avait divisé par 2 son nombre de chercheurs en France. Donc c'est aussi pour ça qu'ils mettent des conditions. Non, mais c'est vrai que de temps en temps on n'est pas à l'abri qu'il y ait quand même quelques amendements de bon sens. Voilà, il y a quand même eu ça. Mais globalement, si on prend l'ensemble de ce qui a été voté pour l'instant, on est au milieu du gué, donc il y a encore beaucoup de travail. Et puis, de toute façon, il faut aussi que le Sénat mette sa patte. Mais si on devait prendre tel quel le budget qu'on a aujourd'hui, après 3 semaines de travaux, moi, je n'ai pas peur de dire qu'on a le pire budget de toute la Ve République. Voilà. En termes d'incohérence du contenu, de choc fiscal, de matraquage fiscal, et même globalement de déficit, parce qu'en fait ils ont tellement défait toutes les mesures, on n'en a pas parlé là parce que c'est un autre sujet, mais sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, ils ont défait toutes les mesures d'économie qui étaient proposées par Sébastien Lecornu, et donc même avec ce choc fiscal qu'on a décrit, je pense... Alors ça aussi, c'est très choquant, c'est qu'il n'y a quasiment aucune de ces mesures qui sont chiffrées. Il n'y a jamais de chiffrage d'impact, enfin très rarement. Mais je pense que quand ils vont faire les chiffrages d'impact, ils vont s'apercevoir qu'on arrive à un budget dans lequel le déficit est encore pire que le déficit qu'on aura cette année, en 2025. D'ailleurs, il y a tout un tas de mesures qu'on n'a pas forcément évoquées, parce qu'il y en a quand même beaucoup. On aurait pu aussi parler de l'installation d'une taxe de 20% sur les biens somptuaires détenus par les holdings patrimoniales. Ah oui, ça, si on a le bateau ou l'avion dans la holding, il faut vite le sortir parce que 20% par an, ouais. Les yachts, les chevaux de course, etc., ceux qui, effectivement, ne sont pas des biens, normalement, qui financent ou qui permettent l'activité de l'entreprise, l'activité économique. Il y a tout un tas d'autres mesures. Donc, pour ceux que ça intéresse,
Olivier, il tient à jour un post de blog, enfin un article de blog avec toutes ces mesures vers les liens en plus des différents amendements et des différents liens officiels. Donc, vous pouvez retrouver les textes officiels. Ouais. Exactement. Donc, on mettra le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et je vous invite d'ailleurs à vous C'est abonner. mis à jour quotidiennement. C'est mis à jour quotidiennement. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la newsletter d'Olivier, Money Smart. Avant de finir, donc du coup, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les prochaines dates importantes, les prochaines deadlines? Quels sont les scénarios possibles là pour ce projet de loi finance? Alors là, on est au stade de la transmission progressive des différentes parties du texte au Sénat. Donc il y a quelques jours, ils ont transmis la partie sécurité sociale. Aujourd'hui, ils sont censés transmettre la partie fiscalité, mais ils seront très loin d'avoir fini parce qu'il restait encore 3000 amendements ce matin à étudier. Et puis ensuite, ils vont attaquer la partie dépenses, mais là, j'ai peur qu'ils ont toujours beaucoup moins d'imagination, beaucoup moins de bonnes idées quand il s'agit de rogner sur les dépenses. Mais bon, donc ils sont en train de passer la main au Sénat. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle la navette parlementaire, puisque le Sénat a son mot à dire. Mais en dernier recours, si l'Assemblée n'accepte pas les retouches apportées par le Sénat, c'est quand même l'Assemblée nationale qui a le dernier mot à la fin. Donc, si on se projette à horizon de la fin de l'année, on a trois scénarios possibles. Le premier scénario, je n'y crois pas beaucoup. On peut peut-être mettre 20% de probabilité dessus. Ce serait que l'Assemblée nationale et le Sénat trouvent un compromis qui leur convienne, et que la majorité des députés décident d'adopter ce texte avant la fin de l'année. Je n'y crois pas beaucoup parce qu'on a deux grands groupes, et ce n'est pas un pronostic que je fais, ils le disent officiellement, c'est LFI et le Rassemblement national qui disent ouvertement, même s'ils participent à l'exercice et qu'ils proposent eux-mêmes des amendements, mais en même temps, ils disent, quoi qu'il arrive, on votera contre au final, parce qu'on veut faire tomber le gouvernement pour provoquer de nouvelles élections législatives, une nouvelle dissolution. Donc il suffit, alors à eux deux, ils ne font pas une majorité, mais il suffit qu'il y ait un petit peu d'indiscipline dans d'autres groupes pour que le budget ne passe pas. Donc, premier scénario, ce qu'on a décrit là passe, peut-être un peu édulcoré par le Sénat, mais en gros, ce qu'on vous a décrit est voté avant la fin de l'année. Deuxième scénario, moi c'est plutôt mon scénario central. Je mettrais 75% de probabilité dessus. C'est le fait que quand ça reviendra à l'Assemblée pour le vote définitif, ultime, des textes pris dans leur ensemble, qu'on ait un vote négatif. Donc LFI, RN, plus d'autres groupes qui décideront que ce budget n'est pas pour eux. Je pense qu'on va vers ça. Si on va vers ça, le président de la République a un seul mécanisme pour éviter un shutdown violent au 1er janvier. Parce que s'il ne fait rien, ça veut dire qu'au 1er janvier, l'État ne peut plus collecter l'impôt et l'État ne peut plus régler ni les agents publics, ni les fournitures, ni rien du tout. Il n'y a plus rien qui sort. Donc, c'est un vrai shutdown. Donc, c'est déjà arrivé par le passé. L'an dernier, on a eu le même cas de figure. Donc, dans ce cas-là, le président a recours à ce qu'on appelle la loi spéciale. Alors, il doit quand même la passer par le Parlement, mais le Parlement l'approuve systématiquement, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont envie d'être payés en janvier. Et donc, cette loi spéciale, elle ne dit qu'une chose, il ne peut rien mettre d'autre dedans. Elle dit que l'État a le droit de continuer à percevoir l'impôt à paramètres inchangés, à modalités inchangées, comme si n'y avait pas eu de loi de finances, en fait. Et l'État peut reconduire les budgets de fonctionnement de ces différents ministères. Donc, budget de fonctionnement, c'est ce qui sert à payer les agents de la fonction publique et le fonctionnement courant. En revanche, gel immédiat de tout nouvel investissement. Donc, ça fera mal quand même. Hein. Voilà. Mais c'est ce qu'on a eu l'an dernier. Et ça n'empêchera pas, comme l'an dernier, de remettre la copie sur la table en janvier pour essayer de trouver un compromis pour quand même avoir une loi de finances. Et en attendant, c'est la loi spéciale qui vaudra. Okay. Donc ça, je pense que c'est le plus probable.
Et enfin, il y a un troisième scénario qui est souvent évoqué dans la presse ou par les commentateurs, mais auquel moi j'ai du mal à croire. C'est le scénario de ce qu'on appelle l'article 47, c'est-à-dire le budget par ordonnance. Ce qui n'est pas du tout la même chose que le budget par loi spéciale. L'article 47, donc, qui permet ce budget par ordonnance, il ne peut être invoqué que dans un seul cas de figure, qui est celui où le Parlement n'est pas parvenu à rendre un vote définitif, il ne s'est pas prononcé avant le délai de 70 jours qui lui est donné après que le texte ait été déposé par le gouvernement. Donc ça doit être autour du 20 décembre, quelque chose comme ça. Donc si les députés étaient assez bêtes pour perdre tellement de temps à imaginer de nouveaux dispositifs tordus, qu'ils laissent complètement filer le calendrier au point de ne pas être capable de voter avant le 20 décembre, je dis ça de mémoire, là, effectivement, ils peuvent tomber dans le piège où Emmanuel Macron peut leur dire « Ah, vous avez dépassé le délai, article 47, budget par ordonnance. » Okay. Alors, s'il nous fait un budget par ordonnance, il ne peut mettre qu'une seule chose dedans, c'est le budget tel qu'il avait été déposé à l'Assemblée nationale début octobre. Au tout début. Au tout début. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, la suspension de la réforme des retraites ne serait pas dedans. La réindexation des retraites ne serait pas dedans non plus, puisque c'est un compromis qui a été fait plus tard. Okay. Donc on reviendrait vraiment à la copie de départ, qui était une copie très mauvaise, comme je disais en introduction. Mais moins mauvaise quand même que le budget Frankenstein auquel on arrive maintenant. Très clair. Eh bien, on suivra ça de près, alors, et notamment donc, via ton article, via ta newsletter. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Mathieu.